la séance. Il s'agit de la gouvernance de l'IA en Afrique, politique, biais éthique, sécurité et conformité. C'est une thématique qui va naturellement avec les nouvelles technologies et on ne saurait faire dans les nouvelles technologies sans en tenir compte. L'avantage de l'IA, c'est qu'on a de nouvelles possibilités, même de traduire directement ce qui est dit en mode transcription. Donc, sans plus tarder, je vais inviter les panélistes, en commençant par Boris, Landry, Kwekam, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'inviterai également le docteur Valentin Biwele. Et recevez avec moi Yann Richard et Somba 3 sur le panel. Dr Bernard Sa est également panéliste. Et le professeur Dr Habiba Chapoui. La gouvernance de l'IA en Afrique, politique, biais, éthique, sécurité et conformité, c'est le sujet sur lequel ces illustres panélistes vont s'étendre et partager avec vous leurs connaissances, leur savoir en toute profondeur. Merci. Merci beaucoup, monsieur le MC, de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, je tiens personnellement à vous remercier d'être venu aussitôt pour nous écouter parler, pour le déroulé du programme de la deuxième journée de cette première édition de cet événement qui nous rassemble ici dans la capitale économique du Cameroun. Alors, bonjour à mes copanélistes. Merci aussi d'avoir pris la peine d'être très à l'heure ce matin. Donc, je suis très honoré de modérer ce panel sur un sujet fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Il s'agit de la gouvernance de l'intelligence artificielle en Afrique. Alors que les usages de l'IA se multiplient dans les services publics, la médecine, la finance ou encore l'éducation, de nombreuses questions émergent sur la régulation, l'éthique, la sécurité et la souveraineté numérique. Ce panel vise à croiser les regards d'experts venus d'horizons variés pour mieux comprendre les défis et les opportunités liées à l'intelligence artificielle sur notre continent. Nous allons explorer ensemble les cadres politiques, juridiques et techniques, et aussi humains, qui devraient encadrer le développement de l'intelligence artificielle au service de l'Afrique. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce panel le docteur Valentin Biwele. Il est enseignant de droit. Il peut juste lever la main, s'il vous plaît. Il est enseignant de droit à l'Université de Yaoundé 1, spécialiste du droit public, des institutions et de la régulation. Veuillez à l'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons aussi la chance d'avoir M. Yann Richard Essomba 3. Il est manager des systèmes d'information, consultant senior en cybersécurité, blockchain, urbanisation des systèmes d'information. Veuillez l'acclamer, s'il vous plaît. Très certainement, le docteur Ben Nansa va nous rejoindre. Il est médecin engagé dans l'innovation numérique en santé, passionné par les applications de l'IA dans le système de santé africain. Je pense qu'on pourrait applaudir en espérant que les applaudissements vont arriver jusqu'à lui. Et donc, la dame sur le panel, j'ai encore fait la même bêtise qu'hier. J'ai commencé par les messieurs en oubliant la dame. Mais quelqu'un m'avait donné une phrase de rattrape rapide, le meilleur pour la fin, certainement peut-être. Donc nous avons la chance d'avoir le professeur, qui est professeur et directrice adjoint chargé de la recherche à l'université. C'est bien vous, je me trompe de personne. C'est bien vous, au Maroc, experte en cybersécurité et protection des données. Merci d'être venu aujourd'hui. On peut l'applaudir. Donc, nous allons donc entrer directement dans le vif du sujet. Nous allons ensemble explorer les lacunes politiques et juridiques
qui freinent la régulation et la souveraineté de l'IA sur le continent africain, si vous me permettez bien sûr. Donc je vais me tourner vers le docteur Valentin Biwele et vous poser la question de savoir, vous avez votre micro devant vous, quelle lecture faites-vous de la gouvernance juridique actuelle de l'IA en Afrique et existe-t-il un cadre juridique pertinent où devons-nous parler d'un vide réglementaire? Merci, monsieur le modérateur, pour la parole donnée. Je vais d'abord passer mes salutations aux participants. Par rapport à la question posée, nous dirons que le cadre juridique existant en matière d'intelligence artificielle en Afrique est en pleine construction. Il est en pleine construction tout simplement parce qu'il n'existe pas encore un texte spécifique qui réglemente et qui encadre l'intelligence artificielle en Afrique. Cela étant dit, nous avons quand même une stratégie continentale sur l'intelligence artificielle qui a été mise en place en 2024, qui fixe les jalons et qui fixe les grands principes sur lesquels la réglementation africaine sur l'intelligence artificielle doit être construite. L'Afrique n'ayant pas un cadre spécifique, cela ne signifie pas que par extension, nous ne pouvons pas trouver les bases juridiques qui peuvent encadrer l'intelligence artificielle en Afrique. Et par extension, nous pouvons donc nous référer aux différents textes qui existent en matière du numérique, en matière des technologies de l'information et de la communication. À ce titre, nous pouvons par exemple citer le pacte africain du numérique. À côté du pacte africain du numérique, nous avons la convention de Malabo, qui est une convention de l'Union africaine fondée sur la protection des données à caractère personnel. Ça, c'est au niveau continental. À côté du niveau continental, nous avons également au niveau national, au sein des différents États, les différents textes qui encadrent le numérique. Au Cameroun, par exemple, nous pouvons citer les lois de 2010 sur la cybercriminalité et la cybersécurité, la loi portant sur les communications électroniques révisée en 2015. Nous avons la charte de 2023 sur la protection des droits de l'enfant en ligne. Et nous avons tout récemment, en 2024, la loi sur la protection des données à caractère personnel. Au regard de cet arsenal juridique, nous dirons donc que l'Afrique n'a pas un texte spécifique qui réglemente l'intelligence artificielle, mais par extension, nous avons des bases juridiques sur lesquelles nous pouvons nous fonder pour essayer de trouver une base juridique à l'intelligence artificielle. Merci. D'accord, merci beaucoup pour ces propos. Je pense qu'on va garder les applaudissements pour la fin, hein. Comme ça va permettre d'être plus fort que cela. D'accord? Vous êtes d'accord avec nous? D'accord, super. Donc, professeur, je me retourne vers vous. Au Maroc, les universités participent-elles à l'élaboration des politiques publiques liées à la cybersécurité et à l'IA? Et si oui, comment renforcer la synergie entre la recherche et la décision publique? C'est OK. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les responsables de l'organisation de cet événement de m'avoir invité à prendre part à ce débat qui devrait être riche et en espérant toujours apporter plus de solutions que de problèmes à l'application, bien l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs vitaux de nos pays, bien sûr. Alors, juste pour répondre à votre question, c'est une question pertinente. Comment, bien sûr, on peut penser à l'éthique, si vous voulez,
de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour, bien sûr, qu'elle soit démocratisée, qu'elle soit applicable partout, qu'elle va exploiter, bien sûr, des données du citoyen, les données, comme vous l'avez dit, bien sûr, sont des données de l'Afrique. Est-ce qu'ils sont des Africains aussi? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on peut en passer sans pouvoir, bien sûr, faire abstraction de ces données? Non. Les données africaines, ce sont des données tellement pertinentes et importantes, et celui qui détient la donnée détient l'information, donc c'est une richesse. Ils sont exploités, on demande plus. On commence par le consentement, on commence aussi par tout ce qui est transparence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec les données, comment on va les utiliser. Et dans ce cas-là, ça reste une chose importante en tant qu'académicien, en tant que chercheur, enseignant-chercheur. Donc les données, ils sont très importantes, quelle que soit leur nature, parce qu'on peut en dégager et extraire, bien sûr, la connaissance. Plus encore, on est en train de les utiliser. Donc ce sont des entraînements qu'on fait sur les données pour extraire la connaissance, pour voir les tendances, pour orienter les recherches et interpréter de manière, bien sûr, précise et correcte. Donc, effectivement, les données, plutôt l'éthique, si vous voulez, ou bien un des composants de la gouvernance de l'intelligence artificielle, elle est, bien sûr, essentielle et doit répondre aux besoins, ou plutôt émane, bien sûr, d'un besoin local, africain, ou déjà par pays, si vous voulez. Donc, c'est ça ma vision des choses. Je peux revenir sur des cas réels, je peux revenir sur des expériences dans le domaine recherche et dans le domaine aussi de l'enseignement, donc pédagogique si vous voulez, et académicien tout au long de ce panel. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Ça veut donc dire que les universités participent également à l'élaboration. Tout à fait. Ça, c'est une question que j'ai répondu de manière globale. Mais effectivement, les universités y participent de manière très active dans le déploiement, dans l'élaboration de toutes les stratégies, si vous voulez, ou bien des lignes directrices dans les nouvelles stratégies. Parce que, comme on a dit d'ailleurs, on l'a soulevé hier pendant d'autres débats, c'est la vision. Lorsqu'on a une vision, on la décline en stratégie, et lorsque la stratégie elle est là, il faut tous les mécanismes nécessaires, les dispositifs nécessaires pour l'accompagner. On parle plutôt d'une stratégie, mais c'est top-down, mais aussi down-top. C'est-à-dire que l'échange doit se faire de manière fluide entre toutes les parties prenantes et faire impliquer tous les acteurs. L'université est un acteur important dans ce cycle, si vous voulez, de l'introduction ou bien l'intégration de l'IA dans tous les domaines, publiques, bien sûr. Justement. Merci beaucoup, madame. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Issomba 3, et je vous pose la question de savoir, selon votre expérience, comment est-ce que les entreprises abordent les questions de conformité et de régulation lors du déploiement de technologies basées sur l'IA? Alors, pour la question, ce phénomène ne se limite pas uniquement à l'intelligence artificielle. C'est un phénomène qui est essentiellement encore ressenti au niveau de la cybersécurité. Donc, la plupart des entreprises prennent en compte la régulation après les coûts. Donc, beaucoup d'entre elles déploient des solutions d'IA, soit pour automatiser ou augmenter en performance, mais ne prennent pas en compte les différents enjeux au niveau des biais, au niveau de la sécurité et également au niveau de la régulation. C'est vrai, d'une part, c'est de leur faute, d'autre part, c'est aussi la faute des organismes. Aujourd'hui, on n'a pas un cadre légal au niveau de l'intelligence artificielle. C'est encore en construction. Il est vrai également que certaines entreprises qui sont un peu plus matures prennent en compte cela au niveau de leur stratégie, roadmap SI. D'accord, merci beaucoup pour cette contribution. Alors, nous allons passer dans le deuxième segment de notre discussion. Il est question ici pour nous d'identifier les dangers d'une IA mal entraînée,
discuter de la justice algorithmique et des enjeux d'éthique liés à l'intelligence artificielle. Donc, j'aurais voulu poser cette question au docteur Bernansa, mais il n'est pas encore, il nous a pas encore rejoint. Alors, la question à qui veut la prendre, avez-vous observé des exemples où les algorithmes ont généré des résultats biaisés dans le domaine médical? Bon, et quelles sont les leçons à en tirer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cela, cette question? Pas du tout? D'accord. Donc, oui, vous pouvez prendre cette question, professeur. Oui. Ok, je peux intervenir juste pour vous faire part quand même de certains résultats de recherche justement en appliquant l'intelligence artificielle embarquée sur des maladies respiratoires par exemple, d'accord, et on traite sur des données. Il faut générer quand même, il faut appliquer sur des données réelles. Du coup, lorsque l'accès à la donnée réelle n'est, ou bien de spécifique si vous voulez, n'est pas autorisé pour une raison ou une autre, on est en train de traiter des données qui sont publiques et qui ne reflètent en rien la réalité qu'on est en train, bien sûr, de chercher, c'est-à-dire dans un contexte donné, contexte Maroc par exemple, contexte Cameroun, on n'a pas ces données-là, du coup les résultats ils sont là, ils sont excellents, mais c'est pas pour le public cible. Donc du coup, toute décision qui vient après serait bien sûr biaisé. Il serait pas vraiment, il serait erroné en termes d'interprétation, en termes de diagnostic, en termes bien sûr de prise de décision. Donc je donne cet exemple comme il y en a d'autres bien sûr dans le domaine par exemple de l'industrie 5.0 aussi. On a généré des algorithmes assez avancés, on a créé plus ou moins développé une intelligence artificielle qui permet de faire telle ou telle chose pour résoudre tel ou tel problème, surtout en termes d'intrusion, tout ce qui est cybersécurité. Mais les données, on n'est pas en train de les faire sur des données qui sont fictives, réelles plutôt. Et donc, du coup, le résultat pourrait, malgré l'efficacité, la robustesse de tout ce qui est algorithme, si vous voulez utiliser, et même combinaison d'un certain nombre d'outils ou d'arsenal de l'intelligence artificielle, on pourrait par la suite avoir des résultats qui ne peuvent pas coïncider ou bien correspondre à une réalité demandée, d'accord? Donc effectivement, il y a des cas et on a plusieurs cas dans ce sens-là. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut avoir, oui ou non, la confiance totale dans nos résultats et dans l'application et l'utilisation de ces différents... Donc ça fait réfléchir, bien sûr. Est-ce que, oui ou non, on peut avoir une confiance totale sur ce que peut apporter l'intelligence artificielle? Merci beaucoup. Oui, je question? pense bien. Monsieur Somba voudrait ajouter quelque chose, je pense. Je vais principalement ajouter quelque chose au niveau de la détection des menaces. Alors, dans mon contexte, certains travaux, je travaille avec certaines équipes où nous intégrons de l'intelligence artificielle pour essayer de détecter des comportements anormaux au niveau des logiciels, au niveau des systèmes d'information. Donc, si je prends le contexte des menaces de social engineering, dans tout ce qui est manipulation, nous nous sommes rendus compte que les données que nous avons utilisées pour entraîner les différents modèles à détecter cette menace-là n'étaient pas de données fiables. La majorité des données que nous avons utilisées, c'était des datasets qui étaient utilisés à l'extérieur, que ce soit en Europe ou en Amérique, mais ce n'était pas contextualisé aux menaces de social engineering dans le contexte camerounais ou africain. Donc que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, il y a eu une approche différente de cette menace. Donc, c'est un peu cela. D'accord. Merci pour cet élément supplémentaire. Je vais me tourner vers le docteur et Écho, d'accord. Peut-on parler d'une éthique? Peut-on parler d'une Donc, peut-on parler d'éthique africaine de l'IA et comment intégrer les principes éthiques dans les textes de loi encadrant l'IA? Merci. Parler de l'éthique africaine de l'intelligence artificielle nous renvoie à parler de la responsabilité sociale ou de la responsabilité sociétale de l'intelligence artificielle.
Parler de la responsabilité sociétale de l'intelligence artificielle nous amène à prendre en considération les droits humains, la dignité humaine, la responsabilité et intégrer également la culture, les us et les coutumes africaines. Rassembler tout cela pour nous permettre de créer un packing et nous permettre de parler d'une éthique africaine de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'éthique africaine de l'intelligence artificielle doit être prise en considération dans la construction de la réglementation sur l'intelligence artificielle. Nous devons donc essayer de mener des études qui peuvent nous amener à adapter la réglementation africaine aux us et aux comportements africains. D'accord, merci beaucoup. Alors, professeur, je reviens vers vous. La plupart des développeurs en solutions d'intelligence artificielle dans notre contexte importent des datasets et essayent, comme il a dit tout à l'heure, de mettre sur pied des solutions qui ne répondent absolument pas à nos réalités. On parle, dans un contexte où on parle de plus en plus de la nécessité de tropicaliser entre guillemets, les solutions d'intelligence artificielle. Alors, est-il possible d'avoir une IA éthique sans données africaines, d'abord premièrement, et comment éviter la dépendance aux modèles et jeux de données importés? Bon, j'ai déjà fait une référence à cet aspect-là. Non, je suis catégorique dans la réponse. Non, on ne peut pas faire ou penser éthique de l'intelligence artificielle sans les données africaines. Parce que vous venez de citer un mot technique très important, ce sont les datasets. D'accord? C'est un jeu de données qu'on exploite pour qu'il soit entraîné, pour qu'on l'exploite en termes de prise de décision, de prédiction, de prescription. Ce sont des analyses qu'on effectue sur ces données-là. D'accord? Et ce sont des données précieuses parce qu'effectivement, ils aident à améliorer le quotidien, il aide par la suite à prendre des décisions pour le bien-être, pour répondre à des besoins, pour apporter des solutions, parce que les solutions, il existe, mais il faut qu'ils soient adaptés et utilisés pour des données réelles qui sont les données africaines, par exemple, dans un contexte africain. Dans ce cas-là, il y a la réglementation, comme est déjà cité. Je donne l'exemple au Maroc, il y a une direction de la protection des données personnelles. Il faut aussi, pour qu'on parle aussi de données africaines, une classification des données par niveau de risque, si vous voulez. Est-ce que ce sont des données sensibles, privées, publiques? Donc, mais cet aspect-là, c'est une brique très importante pour les données, pour qu'elles soient bien sûr par la suite bien protégées. Parce qu'on parle de data protection, c'est-à-dire protéger la donnée, mais il faut aussi, c'est-à-dire dans l'utilisation de ces données, parce qu'ils sont importantes, c'est le cœur, comme j'ai dit, c'est la richesse elle-même. Il faut que l'accès à ces données, par moindre privilège, ceux qui ont le privilège, c'est-à-dire le droit à accéder à un type de données, il faut ne lui donner que ce privilège nécessaire, et pas, c'est-à-dire là, c'est tout simplement contrôle d'accès et tout autre mécanisme utilisé pour l'accès. Donc, pour résumer, l'éthique de l'IA ne peut pas être effective ou bien concret et réel sans les données africaines. D'accord? Si on veut vraiment travailler sur des choses propres à nous et qui correspondent à notre environnement. Merci beaucoup pour cette contribution. Alors, je saute directement pour le troisième segment. Nous allons très certainement aller vers la fin. Monsieur Essomba, quels sont les principaux risques actuels liés à la cybersécurité des systèmes utilisant l'IA en Afrique et comment renforcer la résilience? Nous allons commencer par la manipulation des modèles. Déjà, ce qu'il faut savoir d'abord, de façon terre à terre, c'est quoi une IA? C'est simplement un ordinateur qui est capable de réfléchir comme un humain. Donc, à prendre des décisions, à identifier des photos, etc. Comment il le fait? C'est via un code. Alors, le modèle est écrit sous forme de code source. Ça veut dire quoi? Si dès la base,
ceux qui ont développé le modèle n'ont pas pris en compte tous les mécanismes de sécurité par le concept qu'on appelle Security by Design. S'ils n'ont pas implémenté tous ces mécanismes dès la base, nous aurons les risques derrière qui vont avec. Parce qu'on dit modèle, c'est le modèle qui permet de déduire les différentes décisions après. Donc, si la logique du modèle est déjà corrompue, nous aurons une corruption des données derrière et une corruption des décisions. Donc, le premier risque, c'est la manipulation des modèles. Le deuxième risque, les fuites de données. La plupart des utilisateurs lambda qui utilisent des IA, soit ChatGPT et autres, n'anonymisent pas les données qu'elles utilisent. Pour ceux qui sont en entreprise, ils vont utiliser les données de l'entreprise sans anonymiser. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils sont en train de renvoyer des informations soit critiques ou moins critiques vers l'extérieur. J'aimerais directement sur le troisième risque qui est la dépendance aux IA non souveraines. Donc, la plupart des développeurs ou de ceux qui mettent en place des solutions d'IA ici en Afrique ne mettent pas en place des solutions d'IA depuis la base. Ça veut dire quoi depuis la base? Il y a la possibilité de développer des solutions sans toutefois avoir la compétence IA proprement dite. Donc, d'intégrer des briques de code ou des briques d'IA provenant d'ailleurs, en utilisant ce qu'on appelle des API, qui sont des interfaces entre plusieurs applications. Donc, si aujourd'hui, je prends un exemple, Eneo par exemple veut pallier au risque de fuite et au risque de, qu'est-ce que je vais dire, de mauvaise utilisation de la consommation locale, donc tout ce qui est réseau parallèle, utilisation électrique, et qui met en place une IA qui va essayer de détecter les différentes fraudes. Si les développeurs utilisent un code provenant des États-Unis ou de la Russie et autres, au fur et à mesure que l'application va évoluer, ils auront utilisé un bout de code qui vient d'ailleurs. Donc, nous allons nous retrouver dépendants d'un code qui vient d'ailleurs. Nous allons nous retrouver dépendants des décisions qui viennent d'ailleurs. Ça sera également une autre forme d'esclavage numérique. Donc, je résume en disant manipulation des modèles, fuite de données et dépendance aux IA non souveraines. D'accord. Vous avez cité une entreprise que beaucoup de Camerounais tiennent à cœur. On se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait tout un débat autour, il y a eu toute une problématique autour de la recharge des compteurs prépayés. Donc si on a encore des difficultés au niveau de la gestion de la recharge des compteurs prépayés, j'espère que l'implémentation de l'IA ne va pas venir tout gâcher. Donc moi je vais donc poser la question au docteur. Dans notre contexte, au niveau de la Cameroon AI Policy Institute, en français intelligence artificielle, nous avons pensé à regrouper un certain nombre d'acteurs autour d'une table pour essayer de mettre sur pied ce que j'ai appelé le code éthique et déontologique du développeur en intelligence artificielle au Cameroun, pour essayer en quelque sorte de mettre une sorte de base réglementaire interne pour pouvoir aider les développeurs à mettre sur pied des solutions qui respectent un certain nombre de spécificités. Est-ce que pour vous, c'est une approche qui pourrait pousser l'État à prendre ses responsabilités? Merci. Nous allons commencer notre propos en précisant que le code éthique qui a été établi, il a été établi pour une activité précise, c'est-à-dire une activité sectorielle. Cela peut inspirer l'État à prendre des dispositions concernant de manière générale la réglementation de l'intelligence artificielle. Mais ce code-là ne peut pas être utilisé dans tous les secteurs. L'intelligence artificielle couvre plusieurs secteurs d'activité. Et ces secteurs d'activité ne peuvent pas être protégés de manière éthique de la même manière. Chaque secteur d'activité doit avoir son code éthique spécifique. Donc, ça peut inspirer l'État à prendre des dispositions générales, mais ce code ne peut pas être appliqué de manière globale. Oui, je suis bien d'accord, mais dans le sens du code éthique, il est adressé au développeur qui, lui, met sur pied des solutions en
complémentaires avec d'autres acteurs de d'autres domaines d'activité pour être capable justement de mettre sur pied des solutions. En fait, c'est le développeur qui est au centre de ce code éthique et déontologique. Mais hier, je pense, dans un panel, on a parlé de parfois, on prend au Cameroun 8 ans pour légiférer sur certains domaines. Bon, très certainement, nous avons eu des circonstances où je rappelle que nous sommes en direct, donc j'assume ce que je suis en train de vous le dire, où les membres, les parlementaires n'avaient aucune compréhension du tout sur ce que c'est que l'intelligence artificielle et les enjeux autour de cela. Pourtant, il y a des commissions numériques et tout ce qui va avec. Est-ce que nous allons arriver au bout du tunnel? Comment est-ce qu'on va pousser ces parlementaires à mettre la question de la réglementation de l'IA sur la table? Est-ce qu'il faut absolument que, par exemple, on dise, par exemple, que peut-être, je dis n'importe quoi, le prochain président a utilisé l'IA pour frauder, pour qu'on puisse être capable d'attirer l'attention du politique? Merci. Nous dirons d'abord que la décision politique appartient aux décideurs. Les technologies de l'information et de la communication évoluent à une vitesse fulgurante. Et la réglementation ne peut pas poursuivre l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Alors, il est donc préférable de ne pas légiférer très tôt ou de ne pas légiférer très tard. Il faut prendre le temps d'observer afin de prendre les décisions qui pourront perdurer de manière globale pour ne pas résoudre un problème précis concernant l'intelligence artificielle, mais des textes qui peuvent résoudre plusieurs problèmes concernant le numérique. Alors, s'agissant des parlementaires, nous savons tous comment les parlementaires sont choisis ou nommés. Parfois, ce n'est pas en fonction des profils précis. Alors, vous pouvez être un parlementaire et on vous met dans une commission spéciale à l'Assemblée nationale. Il existe des groupes de travail spécifiques pour des questions techniques qui montent des documents en accord avec les décideurs et les gouvernements et produisent des rapports qui sont soumis à l'attention des parlementaires afin que ceux-ci puissent prendre des décisions. S'agissant de l'intelligence artificielle, nous dirons que si les parlementaires sont assez documentés et assez éclairés, ils peuvent prendre des décisions qui peuvent régler le problème du numérique. D'accord. Monsieur Issomba, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez, parce que je vais vous reposer la même question, est-ce que vous pensez que pour légiférer autour de l'IA, il va falloir absolument que des juristes aient eu à faire une spécialisation en intelligence artificielle, ou alors que les juristes puissent se retrouver avec des acteurs du domaine de l'IA pour essayer de mettre sur pied une base réglementaire? Bon, pour moi, je pense qu'il faut mettre en place une équipe projet. Il y aura des juristes, il y aura des professionnels du domaine. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que des réglementations d'un point de vue, moins au niveau national, d'un point de vue législatif. Il y a également des réglementations au niveau technologique. Donc, que ce soit les normes ISO 27001 et bien d'autres normes. Donc, c'est même au niveau applicatif. Donc, d'où l'importance de faire intervenir tous les différents acteurs, des développeurs, des juristes, des stratégistes, au niveau du SI. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, professeur, au Cameroun, nous avons très récemment promulgué une loi sur la protection des données. J'aimerais savoir quelle est l'expérience du Maroc à ce sujet. Et surtout qu'à peine promulguée, certains acteurs ont dit que cette loi était déjà obsolète. Donc, la protection des données personnelles est-elle réellement une priorité politique en Afrique? Et quel mécanisme de protection recommandez-vous? C'est une question pertinente et intéressante.
En termes de la direction, par exemple, de protection des données, bien sûr, à caractère personnel, à caractère sensible, euh, c'est un organisme, c'est un centre, c'est une entité qui a été bien sûr approuvée, accréditée avec un process. Il n'y a pas que cet organisme, il y en a d'autres, bien sûr, structures, ou bien d'autres entités, telles que par exemple la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui travaillent ensemble et bien sûr, l'échange et la coordination, c'est un point important. Alors, ce centre, par exemple, bien cette entité, elle veille à l'accompagnement, bien sûr, lorsque vous êtes en train de faire le traitement de vos données. Donc, je reviens sur le point essentiel, c'est la classification des données. Ce qu'on peut protéger, ce qu'on peut rendre public. Donc, c'est avec cette manière de travailler que cet organisme, il fait l'accompagnement. Si, par exemple, je vous donne un exemple. Certaines institutions, ils ont cumulé un volume important de données. Des applications, par exemple. Ils ont développé des applications. On a parlé hier qu'il y a une rareté, ou plutôt on n'est pas encore plus développé dans la mise en place de data center, d'accord, pour le stockage de données, pour le stockage de tout ce qui circule, ce flux d'informations qui circule, par exemple, en termes d'application. Alors, on a tendance à externaliser. Bien sûr, donc vous avez, je parle plus ou moins le cloud, d'accord. Donc à externaliser. Dans ce centre, par exemple, il vous accompagne pour mieux gérer la manière avec laquelle vous allez tout simplement dématérialiser le stockage de vos données. Quel type de données, comment ils vont être protégés chez le fournisseur, parce que une fois vous décentralisez, vous externalisez, vous ne savez plus où est-ce que vos données vont être bien sûr stocké, géré, ou bien si vous rompez votre contrat avec le fournisseur, est-ce qu'il va supprimer vos données? Qu'est-ce qu'il va faire avec ces données? Donc, il veille à accompagner, bien sûr, tout ce processus de manière à ce que vos données, ou bien les données de l'institution, soient safe, c'est-à-dire bien protégées. Donc ça reste une des expériences et on travaille avec. C'est une expérience importante. Même l'université, on fait appel à cet organisme. Et comme j'ai dit, il y a d'autres structures, bien sûr, qui veillent à la protection de ces données. Donc, vous venez de dire que vous venez de l'avoir en 2024, c'est bien ça, et il est obsolète. Il faut revoir la structuration de ce centre ou bien de cet organisme, comment il gère les données. Bien sûr, la mise à jour, ça va de soi, compte tenu de l'avancée technologique et la manière avec laquelle on gère actuellement les données. D'accord? C'est un organisme qui fait vraiment l'accompagnement tout au long de ce processus de dématérialisation ou bien encore de traitement de données. Je reviens aussi sur l'aspect réglementation. Réglementation, si on ne travaille pas en synergie avec les différentes parties prenantes, par exemple, tous les organismes, tout le monde génère de la donnée. Donc, si on ne travaille pas en termes réglementation, bien sûr, tout l'effort qui va se faire par la suite, il ne sera pas bien cadré, si vous voulez, en termes d'utilisation des données. D'accord? Donc, je pense que ça reste quand même un exemple parmi d'autres qui pourrait servir comme base, si vous voulez, ou bien recommandation. Merci beaucoup. Donc, je vais poser cette question avant que nous n'entrons dans la session des questions-réponses. Cette question sera dirigée à M. Essomba. Alors, au Cameroun, au risque de me tromper, je pense que M. Nkolo est là, si je me trompe. Au Cameroun, l'organisme qui est chargé de la gestion de la donnée, c'est l'Institut national de la statistique. Je pense que c'est bien ça. Et donc, est-ce que la solution serait peut-être de mettre, comme le professeur le disait tout à l'heure, mettre sur pied un centre national de la gestion de la donnée au Cameroun? Et maintenant, vous savez, qui dit données dit transparence. C'est pas toutes les organisations qui veulent soumettre leurs données comme ça à des entités tierces. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous avons parlé de gouvernance. Là, nous parlons de données. Pour moi, il faut se poser une première question avant.
Je pense que depuis qu'il y a tous les échanges et toutes les réflexions autour de l'IA en Afrique, nous réfléchissons l'IA en partant sur la base de l'IA pensée pour l'Europe ou pour l'Occident. Est-ce que nous devons forcément développer des IA comme eux, ils l'ont fait? Parce que déjà, quand nous observons les différents risques, nos contraintes que nous avons, problème d'énergie, problème d'infrastructure, nous allons revenir sur ces risques si nous prenons l'approche de l'extérieur. Donc pour moi, il faut d'abord repenser la stratégie à la base, parce que tout découle de la stratégie. Moi, je me dirais aujourd'hui, l'IA en Afrique, c'est pour faciliter ou augmenter l'accessibilité aux services simples, la santé et autres. Est-ce que nous avons vraiment besoin de partir sur des IA avec des modèles qui vont consommer? Je ne pense pas. Si je prends cette approche et que je me dis, pour ma part, ce n'est que mon opinion, nous devons aller sur des solutions minimales. Donc, des IA capables de tourner sur des solutions qui consomment moins, qui ne seront pas dépendantes de nos contraintes en termes d'énergie, nos contraintes en termes de connexion Internet pour avoir accès à du cloud, nos contraintes en termes d'infrastructure pour avoir des infrastructures de calcul à la hauteur des modèles en question. Donc, si je passe sur cette stratégie d'avoir des petits modèles qui vont tourner sur des outils comme des Raspberry et consorts pour régler nos problèmes, là, je me dis, on n'a pas forcément besoin d'avoir une entité qui va gérer des masses de données. Nous ne sommes pas à ce niveau. Parce que si on prend une entité qui gère des masses de données, ça veut dire que nous allons vers la stratégie européenne. Ça veut dire que, au-delà de ça, nous allons devoir également gérer les aspects infrastructure, gérer le courant, parce que sans courant, ça ne sert à rien d'avoir l'infrastructure, etc. Donc pour moi, il faut revenir à la première pensée, définir une stratégie sur quelle voie on prend avant de définir la suite. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a un Camerounais qui, à cause des réalités camerounaises, a dû partir installer un type de projet pareil en Côte d'Ivoire. Justement, et là-bas, il a réussi à mettre sur pied une sorte de gros centre de gestion de la donnée. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la première partie de ce panel. Vous pouvez maintenant applaudir, s'il vous plaît. Ouais, là maintenant c'est plus fort. Hein? Et là maintenant ceux qui nous écoutent en ligne ont l'impression vraiment que nous avons dit des choses très intéressantes. Donc je vous donne la possibilité maintenant de poser vos questions. Et peut-être les personnes qui vont poser ces questions, à la fin de chaque question, nous allons applaudir. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour poser de questions. Donc je vous donne la parole. Oui. Mince. D'accord. D'accord. Donc nous allons prendre, je pense que nous avons fini un peu plus tôt, donc nous pouvons faire une série de 3 questions. Donc on va commencer par la dame qui va se lever, se présenter, et ensuite poser sa question, et à la fin on va applaudir, s'il vous plaît. Okay. Mesdames, Messieurs, panélistes, modérateurs, bonjour. Bonjour. Je me nomme Mamjo Tala Ariel Fabiola, étudiante en Bachelor 3 en IABD, en IA et Big Data, Acquis informatique et intelligence artificielle. Et ma question, s'adressant à tous les panélistes à qui bien vouloir répondre, est la suivante. Comment pouvons-nous garantir que les algorithmes utilisés en Afrique ne renforcent pas des stéréotypes ou des discriminations existantes? Merci d'applaudir pour sa question, s'il vous plaît. Et elle a vraiment pris la peine de noter, hein. Elle ne veut pas prendre de risques. Merci pour votre question. Donc, je pense que je vais vous adresser cette question. Oui. Oui, vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. Une question sur les stéréotypes, vraiment, c'est la dame qui va répondre. Comment pouvons-nous garantir que les algorithmes utilisés en Afrique ne renforcent pas des stéréotypes ou des discriminations existantes? Donc, des algorithmes utilisés en Afrique, je vous donne un exemple. En Afrique,
si vous partez sur des plateformes, par exemple pour faire les photos, entre guillemets, est-ce que ces plateformes-là, qui sont dotées d'intelligence artificielle, peuvent très bien représenter les tresses africaines des dames, par exemple? Bon, c'est une question, vous parlez plus question genre, c'est bien ça. Oui. C'est en termes d'utilisation, est-ce que c'est masculin, c'est féminin, c'est bien ça. Vous soulevez le caractère genre dans l'utilisation de l'IA, dans les simulations et dans les expériences que vous êtes en train d'effectuer au niveau de votre cursus ou bien de votre formation au sein, bien sûr, puisque si j'ai bien compris, vous suivez une formation en ingénierie, intelligence artificielle, informatique et autres, d'accord. Alors, normalement, est-ce qu'il, oui ou non, il y aura des discriminations d'utilisation? Est-ce que c'était ça le point, discrimination? Normalement, la formation, c'est une formation qui devrait être pour tous et toutes, d'accord? C'est une formation dispensée pour aboutir ou atteindre ou bien essayer de former selon un profil donné, qui doit avoir toute la capacitation nécessaire justement pour s'insérer de manière fluide dans le marché du travail. Heureusement pour vous, vous êtes dans déjà un secteur important et dans une discipline bien sûr émergente et prometteuse. Donc tous les outils que vous exploitez pour l'apprentissage doivent garantir quand même votre autonomie de savoir, votre manière d'apprendre, d'accord? Quelle que soit, abstraction faite que vous soyez une jeune fille ou bien un garçon ou bien autre, d'accord? Donc les outils IA utilisés, ils restent standards, d'accord? Sont standards. Alors, je vous dis ça tout simplement parce que j'ai contribué et participé dans l'élaboration de plusieurs descriptifs de formation en intelligence artificielle, informatique, cybersécurité et autres, mais pour des instituts, parce qu'au Maroc, on a créé des instituts que pour l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des cycles ingénieurs. Et donc, tout ce qu'on utilise, c'est accessible pour tout le monde. Et puisqu'il y a une licence derrière pour certains outils technologiques, par exemple. Donc la protection, elle est là et il n'y a pas de discrimination parce que tout le monde a le droit du savoir, tout simplement. D'accord? Donc je pense que j'ai bien répondu à votre question. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de discrimination. La discrimination, quand est-ce qu'on peut parler de discrimination? C'est pour l'accès à un type de formation qui est plus réservé pour les hommes et non pas pour les femmes. Non. Au Maroc, les cycles ingénieurs, les établissements à accès régulé qui sont à vocation ingénierie, la majorité sont des jeunes filles. Et c'est elles qui sont là. Et souvent, ce sont des majorantes. D'accord? Donc, il n'y a pas ce problème et il ne faut pas avoir ce problème parce que le savoir, c'est pour tout le monde. D'accord? Même pour les outils utilisés. Le savoir, c'est pour tout le monde. Donc, du coup, mais il est aussi très, très important que les dames puissent prendre leurs responsabilités en main, parce qu'il ne faudrait pas que tout ce qui soit codé, par exemple, soit codé juste par des hommes, parce que vous avez vos propres réalités à mettre sur pied, généralement. Donc, c'est cela. Donc, on va prendre la dame qui est juste à côté de vous, qui a une autre question. Et oui, bien sûr, on va revenir, il n'y a pas de souci. Monsieur Nkolo, je peux pas l'empêcher de poser une question. Vous aussi, il n'y a pas de souci. J'espère que ça ne sera pas sur le genre. Oui, madame, vous vous présentez ensuite. Alors, bonjour à tous et merci aux différents panélistes pour la présentation. Je suis Diomokanko Annick Muriel, ingénieur en sécurité informatique et cryptographie et analyste SOC chez RH Open Labs. Alors, ma question est orientée sécurité et bon, j'ai pris le soin de la noter, donc du coup, je vais la lire. Face à la multiplication des attaques ciblant les modèles d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'empoisonnement de données, d'extraction de modèles ou encore d'attaques par injection de prompts, il y en a plusieurs, une bonne dizaine, ça, pour ne citer que ceux-là. Quelles sont les approches concrètes que vous recommandez pour assurer la résilience des modèles tout au long ?
Alors, merci déjà pour la question. Je vais répondre à la question sur 2 volets. Tout dépend de la provenance du modèle. Est-ce que c'est un modèle qui est développé par la personne qui va utiliser, ici en Afrique, ou c'est un modèle qui est intégré, un modèle provenant d'ailleurs intégré par cette personne? L'approche est la même. Si déjà le modèle est développé par la personne, ce que je préconise, c'est l'approche de Security by Design. Donc, qui est d'intégrer tous les mécanismes de sécurité depuis la conception du modèle. Un modèle a pour objectif de faire des analyses, de suivre une logique pour permettre de prendre des décisions. Donc, quand je dis de commencer depuis la conception, c'est dès la base au niveau de tout ce qui est définition du comportement futur du modèle. À ce niveau déjà, vous pouvez déjà définir les différents scénarios à risque et essayer de mettre en place des mécanismes qui vont avec. Il y a des normes qui guident dans ce cas. Ça, c'était pour le cas si vous développez une IA de bout en bout, depuis zéro. Mais si vous intégrez une autre IA, ce qui est fait par beaucoup, c'est de faire des tests de sécurité sur cette IA. Parce que vous ne connaissez pas d'où provient ce que vous intégrez. Vous ne savez pas qui a développé ce que vous intégrez. Vous ne connaissez pas quelles sont ses motivations. Et je vais revenir sur un autre point. Vous n'avez pas fait une évaluation ou une classification des données que vous allez traiter avec votre solution. Il faut commencer par là. Le professeur a parlé de ça. Donc, si vous développez une application dans un contexte, dans le contexte bancaire, ça sera différent dans un contexte, par exemple, comme celui des néo, qui touche tout le pays. Donc, il faudra déjà faire une classification des données pour savoir quel type de données vous traitez. Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Sur la base de ça, vous allez concevoir vos tests pour vous rassurer que si vous utilisez des modèles provenant d'ailleurs, que ceux-ci ne vont pas détourner les décisions futures de votre solution. En outre, pour moi, il faut également se former sur la culture de l'assurance qualité logicielle. Donc, en dehors de tout ce qui est spécification non fonctionnelle d'une solution, en l'occurrence de celle d'IA, nous avons des exigences fonctionnelles. Donc, ça veut dire qu'il faut également mettre des tests au niveau logique de votre modèle. Donc, voilà un peu. J'espère que ça répond. D'accord, merci beaucoup. Je vois là derrière Paul Biya. Je ne sais pas à quel moment on a parlé de Paul Biya. Oui, allez. J'aimerais juste ajouter un point sur ce qu'a dit mon collègue, justement, en termes de la cybersécurité. Et la cybersécurité, ou bien la sécurité des applications et de tout ce que vous êtes en train de réaliser ou bien de développer, il devrait être omniprésent tout au long du cycle de développement, d'accord? Ça d'une part. Mais il faut aussi prendre en considération un point important, c'est que toute technologie actuelle, technologie avancée, d'accord, elle hérite toujours de tous les problèmes de sécurité qui ont précédé, plus certaines petites autres menaces, risques, vulnérabilités, d'accord. Donc normalement la cybersécurité ou bien la sécurité, il est un des piliers importants dans le développement de n'importe quel projet informatique, réseau informatique, télécom ou autre, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors, je réitère ma question. C'est quand même... comment est-ce qu'on a fait pour parler de Paul Biya dans notre discours? Oui, vous pouvez répondre à ça? Ça revient sur la culture de la qualité. On se rend juste compte que ce n'est pas assez robuste. Ils n'ont pas fait assez de tests au niveau de la précision. Justement, mais comment est-ce que ce nom-là est venu? Mais bon... Notre contexte, à part s'il y a un militant quelque part à la cabine technique, mais c'est incroyable, c'est inimaginable que ce nom-là soit sorti et que je l'ai même vu. Mais bon, le message est passé. On s'excuse d'avoir parlé des parlementaires. Est-ce qu'il y a une dernière question, s'il vous plaît?
Oui, 2 questions. Je pense qu'on nous a donné, il nous reste 5 minutes, donc on va prendre le risque de prendre 3 questions et on va essayer de répondre très rapidement. Donc, une question à la dame, s'il vous plaît. Une seule question, pas 6 volets. Ce micro dérange, je pense qu'il faudrait prendre autre ici. Bonjour à tous. Ce n'est pas tant une question, hein, mais peut-être une contribution. Je suis Dio Tatiana, professionnelle RH. Alors, le thème que vous avez abordé, la question de gouvernance d'éthique, ça me parle beaucoup, mais aujourd'hui, on a d'autres réalités. On parle de l'IA pour l'Afrique ou l'éthique pour l'Afrique, mais on parle très peu de sensibilisation, de conduite du changement. Comment voulez-vous qu'on parle de gouvernance d'éthique sans même parler de ce que l'IA pourrait faire et autres. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est une nouvelle discipline. Pourtant, elle existe depuis 1950. Il faudrait, pour moi, je pense qu'il faudrait faire de grosses campagnes de sensibilisation pour amener les gens à comprendre avant d'arriver sur des questions de gouvernance et d'éthique. C'est un peu comme votre enfant à la maison, vous voulez qu'il lise, qu'il l'écrive, mais vous ne lui avez pas enseigné l'alphabet. Comment est-ce qu'il va lire et écrire s'il ne connaît pas l'alphabet? Donc, on a un gros problème pour moi de sensibilisation et même de conduite du changement. Je pense qu'il faudrait qu'on commence par là avant de revenir sur des questions de gouvernance et d'éthique. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Nkolo avait une question ou ça va? Oui, une contribution, une question? Non, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Nkolo. Enfin, tout le monde me connaît puisque j'ai modéré hier. Alors, effectivement, non, je crois que la dame a posé la question qu'il fallait, mais je veux simplement la compléter. Lorsque vous avez écouté tous, vous avez dit des choses très savantes, très intéressantes, et même parfois très justes. La question que je me pose, après vous avoir écouté, hein, je n'avais pas pensé cette question, mais je me demande si nous ne sommes pas d'abord là face à un problème de compétences. Quand je dis compétences, j'explique. Ce n'est pas des compétences techniques ou savoir faire de l'algorithme, mais ce n'est pas ça. Ce que j'appelle les compétences numériques. Parce que les Africains, aujourd'hui, une étude récente du Boston Consulting Group postule que d'ici 2050, on aura besoin de former 650 millions d'Africains aux compétences numériques. Les compétences numériques, c'est quoi? C'est la capacité à se poser la question, à la curiosité, l'éveil. C'est ça pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. En fait, c'est peut-être ça la problématique. Parce que quand vous dites qu'il faut réglementer sur l'IA, qui va réglementer sur l'IA? Est-ce que les compétences sont là? Est-ce qu'on comprend même? Est-ce que cette IA, c'est laquelle? Quand on parle des questions de cybersécurité, les plus grandes vulnérabilités ne viennent pas de l'extérieur. C'est à l'intérieur les plus grandes vulnérabilités. La personne qui veut modifier son salaire, bon, tout ça dans l'entreprise. Voilà les problématiques. Donc ma question était, est-ce que notre problème, la priorité, n'est pas dans les compétences, qu'on ait une masse critique d'Africains qui comprennent de quoi il s'agit et qui se disent l'IA peut-elle être une solution pour le développement de l'Afrique? Voilà ma question. D'accord, merci beaucoup. Et je pense qu'on va applaudir. Je pense que c'est un time-out. Il y a un monsieur là qui s'amuse à utiliser l'alarme qu'on utilisait quand on était plus jeune pour se réveiller, pour aller à l'école. Donc pour ça, je vous laisse répondre et ensuite on va conclure. Bon, les questions pertinentes, bien sûr, soulevées par mon cher collègue, effectivement, c'est parmi les défis, justement, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un cadre africain, marocain aussi, d'accord, camerounais, quel que soit le pays africain, d'accord,
parmi les défis, il y a le manque de compétences. Pas uniquement. Il y a aussi le fait de la dépendance de l'extérieur. Ce sont 2 points. Je cite que ces 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour remédier au problème de compétences ou bien au manque de compétences? Je vous donne déjà l'expérience au niveau Maroc. L'intelligence artificielle, elle est actuellement enseignée dans toutes les filières, quelle que soit leur discipline. Ça d'une part. Il y a des instituts pour la spécialisation que dans un domaine, l'IA applique à quelque chose. L'IA ne va pas toute seule, c'est juste des choses qui existaient auparavant. Ce sont des algorithmes qui, par la suite, ont subi des modifs jusqu'à ce qu'ils sont plus hyper intelligents. D'accord? Donc, pour la spécialisation, on a mis en place, on a accrédité, on a reconnu des établissements, des instituts uniquement pour l'ingénierie de l'IA. FinTech IA, santé ou bien métier santé IA, cybersécurité IA. Là aussi pour la cybersécurité, on parle cybersécurité et l'intelligence. Il faut l'avoir dans les 2 sens. La cybersécurité pour l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Et la FinTech, la même chose pour l'IA et l'IA pour. Donc, c'est pas l'IA comme ça, toute seule. Il ne va pas marcher toute seule. Il faut qu'elle soit appliquée. D'accord? Ça, c'est en termes de manque de compétences. On revient aussi sur, en termes de compétences aussi, même pour dans le domaine de recherche. Chacun, il est en train de faire sa propre recherche dans son petit labo avec les moyens de bord. OK? Maintenant, il y a cette volonté, on revient, c'est la vision. Est-ce qu'effectivement, on a une vision? Puis, on passe à la stratégie et à l'opérationnalisation de certaines actions. D'accord? Donc, il y a la création carrément d'un centre de la cybersécurité, mais appliquée à n'importe quel domaine, y compris bien sûr qui fait la promotion, qui essaie de promouvoir la recherche scientifique dans tous les domaines prioritaires. Donc on parle de la priorité en termes de choix des axes de recherche qui ont un impact direct sur l'environnement social, sociétal, économique, industriel, et travailler avec ces parties prenantes. On ne peut pas développer des choses uniquement pour les développer. Il faut les développer dans le cadre d'un projet qui a quand même des retombées positives sur notre environnement. D'accord? Donc ça, c'est pour le manque, c'est-à-dire pour essayer quand même de redresser le niveau en termes de compétences des ressources humaines. En termes d'infrastructures, parce qu'effectivement, on reste toujours dépendant de l'extérieur en termes d'infrastructures. Si vous avez juste besoin d'un serveur, bon, c'est qui le constructeur? Si vous avez besoin d'une licence, et là, un terme d'expiration, il faut toujours, s'il coupe le robinet, bon, vous êtes là. Planté. Donc, on essaie quand même de pallier à ce problème de dépendance en termes d'infrastructures et logiciels, en essayant tout simplement de développer certaines solutions locales, si vous voulez, en interne, et essayer de l'utiliser. Est-ce qu'on va y arriver à une certaine autonomie? Quand même, ça va être une autonomie partielle, pas totale, parce qu'on est dans un monde interconnecté, ouvert, mais au moins partiel. Donc, je pense que j'ai répondu au problème, ou plutôt à vos 2 questions, tout en joignant la remarque qui me semble quand même assez intéressante de madame. D'accord, merci beaucoup. Nous avons commencé ce panel à 10h10. Il est 11h15. Donc, le monsieur qui gère le timing, je vais vous donner une bouteille de jus tout à l'heure. Donc, permettez-nous de voler encore quelques petites secondes parce qu'il y a un monsieur qui me regarde avec un regard insistant et qui m'a dit qu'il risque de me lyncher si je ne lui passe pas la parole. Donc, mais déjà, avant de passer la parole au monsieur, j'aimerais signifier qu'au Cameroun, nous sommes présentement en train de travailler sur la stratégie nationale qui va être présentée dans quelques semaines lors des concertations nationales sur l'intelligence artificielle. Il est important de savoir que dans notre contexte, au niveau, il y a des organisations de la société civile qui se battent pour cela, pour qu'on puisse intégrer l'éducation aux médias au niveau d'éducation de base. Et maintenant, la réalité dans nos établissements est que, surtout dans certaines universités au Cameroun, on a déjà commencé à introduire l'intelligence artificielle dans toutes les filières, parfois en tronc commun, mais
au moins on a commencé à introduire l'intelligence artificielle. Et même au niveau secondaire, parce que la stratégie justement va demander que ce soit fait de manière officielle. Donc à partir de la rentrée prochaine au Cameroun, toutes les filières auront déjà une intégration d'études en intelligence artificielle. Intelligence artificielle dans la communication, intelligence artificielle dans la santé et tout ce qui va avec. Donc c'est une expérience que nous allons aussi avoir la chance d'avoir au Cameroun. Je pense que le ministère de l'Éducation... Justement. Mais généralement, c'est une compréhension globale. Justement, c'est juste une question de compréhension globale, au moins pour que les gens ne soient pas largués. Donc, monsieur, je vous donne la parole. Si vous pouvez remettre votre sourire et poser votre question, ça m'arrangerait. Merci pour la parole donnée. J'étais déjà très inquiet parce que là, on discutait. En passant, je suis le docteur Anissé Onana. Je travaille dans un projet, Data Science Without Border. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, ils pourront rechercher. Dans la pratique de ce que vous avez dit, je pense que c'était important que je prenne la parole parce que je travaille comme coordonnateur de projet dans ce projet-là. Et c'est un projet qui couvre effectivement 4 pays, parmi lesquels le Sénégal, l'Éthiopie, le Kenya et le Cameroun. Et on s'est posé, il y avait donc dans la pratique, dans l'implémentation du projet, les problèmes liés au data sharing agreement qu'on devait signer entre les pays en question qui sont ensemble, qui se sont mis ensemble pour travailler. Effectivement, il s'est posé un problème des normes ou bien des lois ou alors des documents normatifs qu'on pouvait utiliser dans le cadre de ce projet. Et au Cameroun, on en a retrouvé uniquement 2 que le docteur a cités. Mais je pense, à mon avis, c'est-à-dire dans la pratique, parce que là, nous étions peut-être superficiels, je pense qu'il y a une urgence à avoir un cadre réglementaire dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique. Et il y a une urgence pour la construction d'une base de données africaine. Ceci n'est pas, on ne devrait pas le dire de façon superficielle, mais ça doit être dit partout. Tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning ont besoin des bases de données africaines. Je prends un exemple. Dans la pratique, par exemple, dans les bases de données européennes qui sont utilisées présentement, comme vous l'avez dit, nous, en Afrique, on a ce qu'on appelle la sorcellerie. Par exemple, je suis santé publique, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie qu'eux ne connaissent peut-être pas. Il y a d'autres éléments comme ça qui font en sorte qu'il y a une spécificité dans les approches qui devraient être mis en exergue lorsqu'on veut utiliser ces outils pour la prise des décisions. Maintenant, la question que je voulais poser, je ne la pose plus, mais ça devient une réflexion globale. Est-ce que l'Afrique est prête dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et le machine learning et tout ce qui vient avec? Sinon, quelles sont les approches, vous, en tant qu'experts? Parce que là, dans la pratique, ça devient très compliqué pour nous, puisque le monde va vite. Il n'est pas question de dire qu'on va utiliser tel aspect, laisser tel autre aspect, parce qu'on risque d'être en arrière. Si on veut se mettre au même niveau que les autres pays européens qui l'utilisent, il est question qu'on utilise le plein potentiel de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous, dans notre contexte, pour qu'on ne reste pas en arrière? Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre plus de temps. Merci au modérateur et merci pour cette session qui est très intéressante. Merci beaucoup. Et je pense que, je ne sais pas si vous étiez là hier, je pense que vous avez résumé ce que nous essayons de dire depuis hier dans votre prise de parole. Vous n'étiez pas là hier. Ah, d'accord. Merci d'avoir résumé tout cela aussi parfaitement. Donc, merci à chacun de nos intervenants pour la richesse de leur contribution. Ce panel démontre que l'IA est un enjeu transversal, politique, juridique, éthique, technologique et surtout humain. L'Afrique a une opportunité historique de ne pas seulement consommer des solutions importées, mais de construire ses propres cadres, ses propres modèles d'IA, adaptés à ses réalités avec ses données et selon ses valeurs. Le chemin de la souveraineté numérique passe par des lois justes, une cybersécurité robuste, des politiques inclusives et un ancrage fort dans la recherche locale. Donc je vous remercie énormément d'avoir écouté ce panel. Je pense que nous sommes en time out et je pense que la discussion va se poursuivre et je vous souhaite passer une très belle journée à la suite des autres panels. Merci beaucoup.